Bonjour. Aujourd'hui, un nouveau volet concernant la synchronisation des données entre bases de données et serveur SQL Server. Nous allons parler aujourd'hui du Change Data Capture. Une très courte présentation, Ariane Papillon, MVP Data Platform. Je vous invite à consulter mes différents sites et différents blogs. Nous avions parlé la dernière fois du Change Tracking, suivi des modifications. Aujourd'hui, nous continuons donc avec le Change Data Capture ou capture des données modifiées. Un petit rappel du fonctionnement du Change Tracking. Le Change Tracking, il s'agit d'une historisation dans une table système de toutes les modifications qui sont faites. Le Change Data Capture fonctionne différemment. Le Change Data Capture capture les transactions dans le journal de transactions. Autrement dit, il s'appuie sur le journal de transactions actif pour capturer toutes les modifications qu'il faut synchroniser. C'est donc un mode de capture asynchrone et totalement externe, puisqu'il s'agit d'un travail de l'agent SQL Server, un travail de log reader qui surveille le journal de transaction. Comme le Change Tracking, le Change Data Capture capture toutes les activités de mise à jour d'une table, les insert, update et delete. Mais à la différence du Change Tracking, il peut fournir l'historique détaillé de tous les changements aux différentes applications. Donc il conserve toutes les différentes versions intermédiaires des données. Le scénario, une synchronisation périodique vers une base de données SQL Server ou autre. En ce qui concerne les éditions, avant SQL Server 2016 SP1, le Change Data Capture n'était disponible qu'en édition entreprise, ou éventuellement développeur ou évaluation. Depuis SQL Server 2016 SP1, il est maintenant disponible en édition standard. En ce qui concerne la sélection et le transport des données, on peut bien entendu appliquer les modifications avec Transact SQL ou utiliser SQL Server Intégration Service. Pour l'utilisation d'SQL Server Intégration Service, il existe dans SSIS des composants SSIS spécifiques au Change Data Capture, ce qui présente un intérêt supplémentaire. Passons maintenant à la démonstration. Alors nous avons d'abord besoin d'un environnement de test, et pour ça nous allons créer sur la même instance, pour simplifier la démonstration, une base source et une base destination. Donc notre base source s'appellera CDC Source. Elle contiendra une table personne. Cette table personne, nous avons besoin de quelques données, nous allons les chercher dans la table personne d'AdventureWorks 2014. Et puis nous avons éventuellement, je dis bien éventuellement, besoin d'une clé primaire. Alors cette clé primaire n'est pas indispensable comme pour le Change Tracking, elle est par contre nécessaire si vous voulez avoir la même fonctionnalité que le Change Tracking, à savoir ce qu'on appelle les Net Changes. Alors les Net Changes, c'est quoi? C'est la possibilité d'obtenir des instructions consolidées pour chaque synchronisation. Par exemple, j'insère une ligne dans ma table personne et je fais 5 updates sur la même ligne. À la synchronisation suivante, j'aurai juste une instruction insert pour avoir la synchronisation des nouvelles données dans ma destination. Je crée donc ma clé primaire. Je crée ma base de données destination CDC Dest qui sera identique. Et puis, pour simplifier l'insertion et la mise à jour au moment de la synchronisation et la suppression, je vais créer des tables staging, donc je les mets dans un nouveau schéma staging. Je vais créer une table pour l'insertion, une table pour les données supprimées, et une table pour les données mises à jour. Nous verrons plus loin que ça va nous permettre de simplifier le processus de synchronisation. Étape suivante, nous avons besoin d'activer le Change Data Capture. D'abord au niveau de la base de données, donc ça se passe un petit peu comme pour le Change Tracking, sauf que ici c'est une procédure stockée, spcdc enable db. Voilà, je peux vérifier au niveau de ma vue 6 database que ma base a bien été activée pour le CDC. Deuxième opération, comme pour le Change Tracking, activer au niveau de la table que je veux surveiller. Donc ici, c'est une procédure stockée spcdc enable table. Et bien sûr, je précise le schéma et le nom de la table. Et puis, j'ai différents paramètres, dont certains obligatoires, d'autres facultatifs. En particulier, j'ai le nom de l'instance de capture, puisqu'on peut avoir plusieurs instances de Change Data Capture sur une même table. J'ai la possibilité
de supporter les net change ou non. Je peux spécifier un nom d'index qui me servira à identifier de manière unique chaque ligne. Je peux aussi choisir la liste des colonnes à capturer. Je peux également choisir le file group dans lequel vont être créées les tables système. Et puis, je peux permettre le switch de partition dans le cas où ma table est partitionnée. Donc, j'active le CDC sur ma table. Voilà. Alors, vous remarquez que ça a été un petit peu long. Et au passage, ça a créé 2 travaux de l'agent SQL Server qui ont démarré. Donc, on peut les voir ici dans les travaux. Voilà. Donc, on va les trouver ici. C'est des sources capture, c'est des sources cleanup. Alors on va pouvoir regarder les différents composants qui ont été créés par l'activation du Change Data Capture. En particulier, on va pouvoir constater que plusieurs fonctions tables ont été créées dans la base de données. Une fonction fncdc getAllChange et une fonction fncdc getNetChange. Ces 2 fonctions s'appliquant à ma table personne pour l'instance 1, instance de Change Data Capture. Il y a également, dans ma base de données, des tables système, un ensemble de tables système. On va trouver plusieurs choses ici. En particulier, la première table, CDC Captured Column, contient la liste des colonnes capturées. La deuxième, CDC Change Tables, la liste des tables capturées avec le Change Data Capture. Le DDL History contient l'historique des commandes DDL, Data Definition Language. Le Index Column contient la liste des clés d'index. Le LSN Time Mapping est un petit peu particulier dans la mesure où il permet de faire le mapping entre le log sequence number et un horodateur. Donc elle est alimentée même sans activité toutes les 5 minutes. Et puis la table sys_trans_schema qui contient le suivi des modifications de schéma. Et n'oublions pas bien sûr la table qui s'appelle CDC Person Instance 1 CT. C'est elle qui va contenir la capture des données modifiées. Regardons ces tables maintenant une par une. Change Tables, la liste des tables surveillées. Donc personne, et donc la capture instance personne instance 1. Capture colonne, la liste des colonnes surveillées. Index columns, nous allons retrouver ici la clé d'index Business Entity ID de la table personne, qui permet d'identifier chaque ligne. DDL History, cette table est vide pour l'instant, elle doit contenir l'historique de toutes les commandes DDL, donc nous n'avons pas fait de commande DDL. LSN Time Mapping est un peu particulière, comme je vous le disais, donc elle contient déjà des enregistrements générés chaque 5 minutes pour mapper le temps avec les log sequence number. Et sys_trans_schema, suivi des modifications de schéma. Nous n'avons pas fait de modification de schéma, donc table vide aussi. Et puis regardons plus en détail notre table de change tracking elle-même. Donc personne instance 1 CT. Et bien entendu, nous allons pouvoir constater que cette table est vide pour l'instant, puisque nous n'avons fait aucune modification sur notre table source. Donc à la différence du change tracking, le change data capture ne fonctionne pas avec un simple compteur de synchronisation, mais il utilise les log sequence number pour positionner le moment de la synchronisation. Donc pour ça, il faut pouvoir récupérer les log sequence number. Donc je peux ici, avec la fonction fncdc getMinLSN,
en précisant l'instance de change data capture, récupérer quel est le minimum LSN capturé, quel est le maximum LSN capturé. Et puis je peux mapper également le temps sur le LSN avec la fonction fncdc mapTime to LSN qui va me permettre d'obtenir quel est le LSN correspondant à une date donnée. Nous allons pouvoir donc effectuer nos mises à jour. Sur notre table source, bien entendu, je fais un update. Alors pour la personne numéro 1, je vais écraser le prénom et le nom. Je vais remplacer le prénom par Steve et le nom par Steve Ballmer. Vous vous doutez bien qu'il s'agit de quelqu'un. Je vais faire la même chose pour une deuxième fois sur la même ligne et écraser par une personne qui s'appelle en prénom Satya et en nom de famille Nadella. Il s'agit aussi de quelqu'un, il me semble. Et puis je vais insérer une nouvelle ligne. ID 310. Et puis le prénom c'est John et le nom de famille Ballmer. Et puis pendant que j'y suis, je vais faire encore un update sur cette même ligne pour remplacer John Ballmer par Bill Gates. Il me semble que c'est quelqu'un aussi. Et un delete d'une autre ligne, la ligne numéro 2. Voilà pour les modifications. Voyons maintenant comment on récupère nos modifications avec le Change Data Capture. La première chose que je vais avoir à faire consiste à récupérer les LSN de début et de fin pour la période des modifications que je souhaite synchroniser. Donc pour ça, je vais utiliser les fonctions fncdc getMinLSN et fncdc getMaxLSN pour obtenir la plage. Ensuite, je vais utiliser différentes fonctions d'extraction de ces données de Change Data Capture avec les fonctions fncdc getAllChange et ou fncdc getNetChange en fonction du type de résultat que je veux obtenir. Dans le premier exemple, par exemple, ici, j'utilise la fonction fncdc getAllChange avec comme plage le LSN de début jusqu'au LSN de fin, et puis j'ai une option supplémentaire qui est d'extraire toutes les données. Alors all update all, ça veut dire que je ne vais extraire toutes les données d'update, y compris les valeurs avant et les valeurs après. Dans le deuxième cas, je vais extraire toutes les données et seulement les valeurs après pour les updates. Et puis dans le troisième cas, je vais extraire uniquement des changements consolidés, donc des net change. La fonction choose ici, elle est simplement là utilisée pour pouvoir transformer en fait le résultat de la colonne $opération en delete, insert ou update before ou update after en fonction du type d'opération qu'on fait. Donc je vais lancer l'ensemble de ce script et on va regarder le résultat. Alors, premier cas de figure, all update old. Je vois ici toutes mes valeurs successives, update before, update after, pour chaque update. Insert, bien entendu, ou delete. Pour toutes les données, avec toutes les colonnes qui sont surveillées. Deuxième cas de figure, all, et donc pas all update old. Ici, je ne vois que les updates after, donc les valeurs après. Et troisième cas de figure, des modifications consolidées. Donc là, on constate que les 3 updates sur la même ligne, les 4 updates d'ailleurs sur la même ligne, ne consistent en un seul update avec la dernière valeur, et puis un insert et un delete. Il ne me reste donc plus
qu'à récupérer ces données, à les stocker dans mes tables de staging, et à faire mes mises à jour pour synchroniser ma base destination. Alors nous ferons ça d'une manière encore plus intéressante en utilisant SQL Server Intégration Service, mais nous ferons ça lors d'une prochaine démonstration. Donc faisons un petit récapitulatif. Activez le CDC dans la base de données d'abord avec un SPCDC Enable DB. Ensuite sur chaque table à surveiller avec un SPCDC Enable Table avec différents paramètres. Pour extraire les modifications, d'abord localiser les LSN de début et de fin de la plage à synchroniser avec un FNCDC GetMinLSN, FNCDC GetMaxLSN et éventuellement un FNCDC MapTime2LSN pour mapper avec la date et l'heure. Extraire les modifications avec les deux fonctions FNCDC GetAllChange ou FNCDC GetNetChange pour obtenir les différentes opérations Insert, Update, Delete sous différents formats. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine présentation.